Very well. Monsieur Demirjian, très bien. Il y a quelques instants, il a été mention d'une chaîne de télévision. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez en mesure de suivre ce qui était diffusé sur la chaîne publique? Réponse oui, oui. À l'occasion, je regardais la télévision d'État. Question. Et cette prétention selon laquelle les Nations Unies avaient pour mission de remettre des armes aux rebelles, est-ce que vous vous souvenez avoir vu cela à la télévision? Réponse. Non, je ne me souviens pas de cela précisément. Je ne me souviens pas avoir entendu cela à la télé. Je ne m'en souviens pas, mais c'était de notoriété publique. Il y a d'autres journalistes qui regardaient peut-être la télévision publique, la télévision d'État, m'ont dit que c'était effectivement le genre d'information qui était diffusée par la chaîne de télé. Question. Pendant que vous étiez à Abidjan, est-ce que la chaîne télévisée de l'État a évoqué la présence de journalistes étrangers? Réponse, oui. Je me souviens précisément d'avoir entendu quelqu'un me dire de regarder la télévision d'État. Je crois que c'était... il y avait des journaux télévisés à chaque heure. Et à l'époque, donc, ces journaux télévisés s'intéressaient beaucoup aux journalistes étrangers. Les JT disaient clairement que les journalistes étrangers répandaient des mensonges et que cela avait un effet néfaste sur le pays. À un moment donné, je ne peux pas vous dire à quelle date exactement, mais à un moment donné, ils ont commencé à diffuser des photographies de journalistes qui avaient été vus dans la rue. Et ces photographies étaient accompagnées d'une déclaration encourageant la population à prendre des photographies de journalistes dans la rue et de les envoyer à la télévision d'État. La population était encouragée à agir en tant que police civile. Ils devaient suivre les journalistes et voir ce que nous faisions. Et on faisait rapport à la télévision d'État. Là encore, je ne me rappelle pas la date exacte, mais on m'a dit que ma photographie a été diffusée dans le cadre d'un journal télévisé. Et un jour, j'étais donc au restaurant de l'hôtel et j'ai vu effectivement cette photographie à l'écran. Alex et quelqu'un d'autre est venu me dire est-ce que je peux prendre une photo? Et quelqu'un est venu prendre une photo d'Alex et de moi. Nous ne sommes pas trop attardés là-dessus, mais quelques jours plus tard, la photographie a été diffusée par la télévision d'État. Question, très bien. Pendant votre séjour à Abidjan, est-ce que vous avez traversé à un moment donné un quartier qui s'appelle Williamsville? Réponse, oui, je me souviens avoir traversé Williamsville. Question, est-ce qu'il s'est passé un incident particulier lors de votre passage par là? Réponse, le jour où nous avons traversé Williamsville, nous avons quitté l'autoroute et nous étions devant une colline où autrefois il y avait un marché, parce qu'il y avait des étals des deux côtés de la route, mais les tables étaient renversées de sorte qu'elles étaient donc à l'envers. Et l'on pouvait voir qu'il y avait des personnes derrière ces étals, je ne pouvais pas les voir, mais il était apparent que ces tables avaient été installées là à dessein pour créer des postes de défense pour quiconque voulait voir qui pénétrait dans cette zone. Éventuellement attaquer une personne depuis cette cachette. Évidemment, cela m'a inquiété. Je n'étais pas censé voir cela lorsque je suis arrivé dans cette zone, ce quartier. J'étais censé voir un marché. Et donc, quelque chose a dû se passer. Lorsque nous sommes passés par là, après quelques secondes, deux hommes sont venus donc derrière ces tables et ils avaient des fusils d'assaut. Et ils portaient des vêtements
des jeans ainsi que des treillis militaires, quelque chose, un uniforme qui ressemblait à un uniforme de la police, mais rien de cohérent. Ils, ils avaient des armes, ils avaient des armes avec eux, donc c'était ça le plus important. Est-ce que je dois poursuivre, Monsieur Demirjian interrompant? Pouvez-vous nous éclairer, et pouvez-vous décrire ces deux hommes et nous dire ce qu'ils portaient? Réponse. Bien, comme je l'indiquais, leur uniforme était un mix, un mélange d'uniformes en fait. J'ai reconnu l'uniforme de la police qui était bleu, de couleur bleue, donc la police locale. Il y avait aussi de l'équipement militaire, ils portaient des équipements ou des uniformes de camouflage, ils avaient des fusils d'assaut. Je, J'en reviens donc aux fusils d'assaut parce que c'est ce qui m'a vraiment frappé lorsque je l'ai vu. Et ils m'ont pointé du doigt, ainsi que les autres équipes, les membres de mon équipe, notre chauffeur ainsi que notre fixeur. Et ils ont indiqué qu'ils voulaient que nous descendions de la voiture. Ils ont pointé Alex du doigt. Et donc j'ai essayé de continuer à parler anglais. Et donc si nous parlions rapidement, si nous utilisons un anglais argotique, et il nous arrêtait pour nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. J'ai essayé de lui expliquer qu'Alex ne parlait pas français et que j'essayais simplement de traduire ce qui se passait à Alex. À ce moment-là, il s'est montré, enfin, il s'en réjouissait. Il a dit que il m'a demandé comment ça que j'avais un accent anglais, mais que d'où je venais. Il m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit que j'avais un accent euh, d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest. Il m'a dit que, enfin, j'ai compris qu'il avait un accent libérien. C'était un Libérien, un mercenaire, qui portait une arme dans ce qui était devenu une zone de guerre. Je savais que beaucoup de Libériens qui avaient vécu la guerre civile en Sierra Leone étaient devenus des mercenaires. Et j'ai donc rapidement conclu que c'était un mercenaire. Le juge président, comment est-ce que vous avez su cela? Comment est-ce que vous avez été informé de cela? Le témoin, vous voulez dire? Le président, vous avez dit, je savais que beaucoup de Libériens étaient devenus, etc., etc. Comment est-ce que vous avez su cela? Le témoin, un des pays où j'avais travaillé avant cela, c'était la Sierra Leone. J'avais réalisé un documentaire dans ce pays-là. J'y ai passé 3 semaines et j'ai passé beaucoup de temps le long de la frontière avec le Libéria. J'ai passé beaucoup de temps à interviewer des jeunes hommes qui avaient combattu du côté des rebelles lors de la guerre civile en Sierra Leone. Et j'ai interviewé différents jeunes hommes qui venaient du Libéria et qui avaient combattu avec les Libériens. Donc j'étais très au courant de la situation, de la présence de mercenaires libériens dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Et je savais que beaucoup de ces jeunes hommes étaient devenus des mercenaires, le président. Et qu'en est-il du dialecte ou de l'argot? Comment est-ce que vous l'avez reconnu? Réponse, je l'ai reconnu parce que il y avait aussi l'attitude qu'ils avaient, mais j'ai reconnu aussi l'accent pour l'avoir déjà entendu. Monsieur Demirjian, veuillez poursuivre, dit le président. Monsieur Demirjian, merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé à ce moment-là, à cet endroit-là? D'abord, commençons par cela. Le témoin. Eh bien, essentiellement, ce Libérien ainsi que son ami nous ont volé. Ils nous ont pris nos téléphones, notre argent ainsi que notre caméscope. C'est ce qui nous a le plus inquiété parce que c'était un appareil très cher et nous n'en avions que deux. C'était notre principale préoccupation et j'ai vite compris que j'aurais souhaité être juste un braquage est devenu pire que ça. Nous avons dû rester là pour récupérer notre caméscope. Malheureusement, la situation a empiré. Au lieu de nous en tirer, nous avons dû les prier de nous remettre notre équipement. Et ça nous a retardés à tel point que le fixeur a fini par avoir une altercation avec les Libériens qui a pointé son arme au-dessus de la tête du fixeur et a tiré un coup de feu pour
intimider le fixeur et pour donner peut-être un signal à quelqu'un d'autre qui était à l'autre bout de la rue, qui portait un uniforme de la police et qui s'est rapproché de nous et qui a commencé à demander ce qui se passait. Il semblait avoir plus d'autorité. Il les a encouragés à nous remettre le caméscope. Et à ce moment-là, j'ai arrêté de m'agiter pour récupérer mon argent et mon téléphone. Nous sommes retournés dans la voiture et nous sommes repartis. C'est ce que nous avons fait. Question, merci. L'autre personne, vous avez dit que la première personne était libérienne. Et qui était l'autre personne qui était avec lui? Réponse, l'autre personne parlait français. J'ai reconnu quelques mots utilisés dans un patois local, surtout lorsqu'il s'est adressé à l'agent de police. J'ai supposé qu'il était ivoirien. Il semblait moins confiant s'agissant de l'arme qu'il avait. Il était un peu nerveux. J'ai donc supposé que c'était un jeune partenaire. Question, lorsque vous dites qu'il était moins confiant, quelle était l'attitude du Libérien alors? Réponse, pour être précis, avant d'aller en mission quelque part, je dois inéluctablement participer à une formation dans un environnement hostile. C'est ce que nous appelons donc une formation à l'environnement hostile. J'ai passé une semaine avec un groupe d'anciens soldats britanniques qui m'ont expliqué comment me comporter dans un environnement hostile. Ils nous ont montré différents types d'armes, différents types de dégâts que peuvent causer les armes à feu, ainsi que la manière dont les individus peuvent porter une arme. Et ce qui est très utile lorsqu'un soldat de formation tient une arme. Je disais donc que lorsqu'un soldat formé tient une arme, il ne met pas le doigt sur la gâchette. Il le laisse toujours de côté. Et lorsqu'il doit se servir de l'arme pour faire quoi que ce soit, il utilise la crosse de l'arme. Donc, le Libérien n'avait pas le doigt sur la gâchette. Et il a frappé le fixeur et le conducteur à plusieurs reprises. Et à chaque fois qu'il l'a fait, il a utilisé la crosse de son arme. En revanche, l'autre homme, chaque fois qu'il voulait nous molester ou nous frapper, il utilisait la pointe de l'arme. Et il avait toujours le doigt sur la gâchette, ce qui, d'après ce que j'ai appris, n'est pas censé être fait parce que cela accroît les risques d'accident ou de coup de feu par accident. Donc, d'après leur comportement, il m'est apparu que le Libérien savait ce qu'il faisait avec une arme. Il avait déjà manipulé une arme auparavant. Il s'est déjà servi d'une arme avant cela. Il savait comment l'utiliser d'une manière qui ne provoque pas un coup de feu accidentel. En revanche, son collègue, comme je l'ai dit, il était beaucoup plus agité. Il pointait donc il me frappait avec la pointe de son arme sur le côté, il frappait d'autres, il avait le doigt sur la gâchette, il avait un chargeur, l'arme était chargée, c'était très alarmant. Il aurait facilement pu tirer sur nous. Il ne voulait pas le faire forcément, mais il aurait pu. Et le Libérien grinçait des dents aussi. Et c'était symptomatique de quelqu'un qui avait déjà consommé de la cocaïne ou un autre type de drogue. Et ses yeux étaient rouges aussi. Ils étaient grands ouverts et ils étaient rouges. Pour avoir passé du temps avec d'anciens soldats du Libéria et de la Sierra Leone, j'ai reconnu ces signes de consommation de drogue et ce comportement. Monsieur Desmergian, je vous remercie pour cet éclaircissement. Donc, lorsque vous êtes passé par Williamsville, est-ce que vous vous souvenez en quel jour vous avez fait cela? À quelle date? Réponse non, je crains de ne pas être en mesure de le dire. Question. Paragraphe 70 de votre déclaration, pour vous rafraîchir la mémoire, vous avez indiqué que c'était le 22 mars, donc le lendemain de votre visite à l'état-major. Est-ce que vous vous rappelez de cette date? Réponse, oui, ça me dit quelque chose, oui. Et pour ce qui est des dates, pour être plus précis, lorsque j'ai fait ma déclaration, j'étais beaucoup plus précis s'agissant des dates, parce que je disposais de mes notes. Or, je n'ai pas toutes ces dates en tête maintenant. Monsieur Desmergian, pas de problème, très bien. Avant que nous fassions notre pause, j'aimerais vous demander si vous vous souvenez avoir assisté, ou plutôt plus tard, plus tard à Abidjan, est-ce que vous avez assisté à une conférence de presse? Réponse oui. Question. Est-ce que vous pouvez nous dire où cela s'est déroulé? Réponse. Si je me souviens bien, c'était dans le cabinet du maire, c'était à la mairie principale d'Abidjan.
J'ai été informé de cela par un journaliste français qui logeait au même hôtel que moi. Nous avons reçu une invitation. Tous les journalistes étrangers et nombre d'entre eux étaient au même hôtel que nous, avons reçu une invitation à la mairie. Il y avait une conférence de presse organisée par Charles. Il voulait exprimer ou expliquer sa position plus avant à la presse, précisément. Et la plupart des journalistes qui étaient à l'hôtel avec nous pensaient que c'était un piège ou un événement indésirable. Mais Jean-Philippe et moi-même avons pensé, Jean-Philippe donc du Monde, avons pensé que ce serait une bonne occasion d'y aller pour parler à l'homme lui-même. Donc nous avons décidé d'y aller. Et évidemment, j'ai pris mon équipe avec moi. Question très bien. Et lors de cette conférence de presse, est-ce que vous vous souvenez de ce que M. Légoudet a dit? Réponse non. Non, je ne me souviens pas vraiment de cela. Le président, est-ce que vous l'avez filmé? Réponse oui, oui, ça a été filmé. Le président, nous disposons du film. Bien. Monsieur Desmaisons, très bien, merci Monsieur le Président. Est-ce que vous souhaitez que nous faisions la pause maintenant ou nous lui montrons le Président? Non, non, allez-y pour encore quelques minutes. Monsieur Desmaisons, très bien. Passons maintenant directement à la première séquence vidéo 001502. Le Président, non, non, nous allons faire la pause maintenant, sinon nous risquons de nous compliquer la vie. Monsieur Desmaisons, merci. Le Président, nous allons faire la pause maintenant. Nous allons revenir à 14 heures pour le troisième volet d'audience. Je rappelle à Monsieur le procureur que vous avez pris 2 heures 20 minutes jusqu'à présent. Voilà, vous le savez maintenant. L'audience est suspendue.